Bienvenue à tous. Donc, je vais faire une rapide introduction. Moi, c'est Paul Ledev, je suis chargé de mission pour Fret 21, qui est un dispositif d'accompagnement des entreprises dans la décarbonation du transport de marchandises, et notamment surtout des chargeurs. Aujourd'hui, on a avec nous Marc Lejeune, qui est directeur Business Intelligence chez Renault Trucks, qui travaille depuis 27 ans chez Renault Trucks, qui a dirigé des programmes recherche sur les chaînes de traction et qui aujourd'hui travaille surtout sur l'analyse des stratégies possibles pour décarboner le transport routier de marchandises. Et on est aussi avec Luigi Cara, qui est directeur RSE de Zeleros Hyperloop et chef aussi des affaires institutionnelles. Et avant, qui a 14 ans d'expérience en fait en travaillant avec des dirigeants, des gouvernements, des entreprises et la finance sur l'action climatique, les technologies climatiques, et qui est notamment directeur exécutif du Climate Infrastructure Partnership. Et Zeleros Hyperloop, c'est une société de transport qui développe des véhicules Hyperloop entièrement électriques pour les passagers et pour le fret, voyageant à des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h. Mais bon, Luigi, je pense, va vous en parler un peu plus. Et on avait avec nous normalement Yves Parlier, qui est fondateur dirigeant de Beyond the Sea, qui est un ancien navigateur reconnu, qui a gagné de nombreuses courses et qui a inventé de nombreuses innovations du coup sur ces bateaux, et qui aujourd'hui lance Beyond the Sea, qui est en fait une espèce de grande voile en fait que l'on met en fait une sorte de kite que l'on met sur les porte-conteneurs ou d'autres navires de transport de marchandises. Bienvenue Yves, je vois que vous nous rejoignez là. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors nous, bon. Je sais pas si vous nous entendez ou pas, Yves? J'ai pas l'impression. Du coup, je vais quand même commencer mon introduction et puis après, je pense que je répéterai pour Yves plus tard. Aujourd'hui, le transport dans le monde, ça représente 25% des émissions. C'est le deuxième poste d'émissions aujourd'hui. À l'échelle du monde, ça représente comment est-ce que c'est divisé? Aujourd'hui, vous avez 75% des émissions qui viennent de la route, 12% qui vient de l'avion, 11% par le bateau et 3% le reste. Donc la question que je voudrais poser à nos intervenants aujourd'hui, c'est quelles solutions vous proposez respectivement chez Zeleros, Renault Trucks et Beyond the Sea pour répondre à cet enjeu des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Voilà, tout simplement. Et donc on peut peut-être commencer par Luigi, par exemple. Vous voulez commencer? Avec plaisir. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Comme vous disiez, il y a un grand enjeu qui est l'enjeu de la décarbonisation du secteur du transport. C'est un défi qui est très complexe, c'est difficile. Et nous, comme Zeleros Hyperloop, ce qu'on fait, on est en train de développer une nouvelle technologie qui est un nouvel moyen de voyage, de transport passagers et frais. C'est un système qui s'appelle Hyperloop. Il est un système totalement électrique, 100%, où on a un réseau de véhicules automatisés qui voyagent dans des tubes à bas pression. Et donc, avec la basse pression et la lévitation magnétique, il est possible d'avoir un moyen de transport qui fait des vitesses jusqu'à 1000 km/h et totalement électrique. Voilà, donc on est dans une étape de R&D maintenant. Donc, Hyperloop, c'est une deep tech. Et voilà, donc maintenant on est dans une phase de R&D qui est très stimulant et aussi très compliqué comme tous les R&D de Deep Tech, mais à la fois on est en train de voir beaucoup des avantages de ce nouvel système en tant qu'efficience énergétique, en tant que aussi adaptation au changement climatique. Et donc, est un moyen de transport qui pourra contribuer à la décarbonisation du secteur du transport. Il faut aussi tenir en compte que
en Europe, on a un but de décarboniser moins 90% des émissions jusqu'à 2050 dans le cadre de European Green Deal. Donc, les enjeux et les défis sont énormes et cette technologie pourra contribuer à ce défi de décarbonisation de moins 90% des émissions. Merci. Effectivement, sur certains points que vous avez soulevés, on va y revenir. Je voudrais juste voir si Yves Parlier a réussi à régler ses soucis techniques. Est-ce qu'il est en capacité de nous entendre et de... Parfait. Donc, est-ce que vous aviez entendu la question ou pas, Yves? Vous voulez que je la répète? Alors, est-ce qu'il m'entend? J'ai pas l'impression qu'ils m'entendent. Bon, dans ce cas, peut-être que tu veux y aller. Ouais. Oui. Donc voilà, quelle solution du coup propose Renault Trucks aujourd'hui pour répondre à ces défis? Je vais commencer par faire un rappel général. Donc, tu as rappelé que le transport, c'était 25. En Europe, je crois que c'est 28%. La route, c'est les 3/4. Et dans la route, c'est 1/4 de camions et 3/4 de voitures particulières. Donc, camions, cars et bus. Donc, on est une partie du problème et on va être une partie de la solution. Renault Trucks appartient au groupe Volvo. Et le groupe Volvo, comme beaucoup d'entreprises, s'est engagé dans Science Based Targets, qui, je ne sais pas si la plupart d'entre vous le connaissent, c'est une initiative non gouvernementale qui permet aux entreprises de prendre un auto-engagement sur leur trajectoire de décarbonation, qui doit être à minima compatible avec les accords de Paris, moins de 2 degrés. Et il y a une option premium, c'est on fait 1,5 degré, donc on est neutre en carbone en 2050. Donc c'est ce que nous on a pris côté Volvo. Et pour que le parc de camions qu'on ait vendu soit neutre en camions sur la route en 2050, en prenant une durée de vie d'un camion de 10 ans à peu près, ça veut dire qu'en 2040, dans 18 ans bientôt, il faut que la totalité de la flotte de camions qu'on vend chaque année soit décarbonée. Donc c'est une sacrée trajectoire descendante. Alors pour y arriver, on a un certain nombre d'options. Il y a le camion électrique à batterie, il y a l'hydrogène, soit sous forme de pile, soit sous forme de moteur à combustion. Il y a le biodiesel et il y a le biogaz. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé marché par marché. Donc nous, Renault Trucks, on s'est concentré sur l'Europe. Donc on a regardé la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin les différents marchés. Et sur chaque marché, on regarde les spécificités. Donc il y a des taxes qui sont différentes sur les énergies. Donc ce qu'on appelle le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût de revient client d'une énergie, il peut varier d'un marché à l'autre. Il y a des ZFE qui s'appellent des low emission zones en Europe, ou des zones zéro émission, qui vont peu à peu apparaître dans le temps dans les différents marchés. Il y a la concurrence entre les énergies, il y a les habitudes des transporteurs, voilà, il y a plein de paramètres. Donc on a regardé marché par marché, et on a essayé de construire une image globale du marché européen du camion, au-delà d'ailleurs notre marque, sur les 20 années qui viennent. Donc quand on fait cet exercice, qu'on fait aussi nos concurrents, on aboutit à la conclusion que l'avenir est au camion électrique, en majorité à batterie et peut-être à hydrogène. Alors je m'explique. Sur le segment de la ville, le biogaz, le biodiesel ou même le e-diesel, donc le diesel synthétique, ils vont poser des problèmes assez rapidement, des problèmes d'émission, puisqu'ils émettent des oxydes d'azote, donc plus ou moins, ça c'est un débat, mais ils en émettent. Et donc à terme, horizon 2030, ils vont être interdits des grands centres-villes. Donc pour la ville, il faut vraiment des véhicules zéro émission, et là c'est soit l'hydrogène, soit le véhicule électrique à batterie. Et là, il y a un vrai avantage aux véhicules électriques à batterie pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'avitaillement est très simple, puisque les clients qui achètent des véhicules électriques à batterie aujourd'hui, parce qu'on les commercialise déjà, ils se rechargent en dépôt le soir, donc on branche le soir, on débranche le matin, c'est assez simple, le réseau électrique existe. Alors que pour l'hydrogène, il va falloir créer des stations d'avitaillement hydrogène dans les centres urbains, ce qui est plus compliqué. Ensuite, en termes économiques, c'est la deuxième raison. Je crois qu'il s'est connecté. En termes économiques, le camion électrique à batterie il va être beaucoup moins cher que le camion hydrogène. Nos projections, c'est qu'à horizon 2030, un camion électrique à batterie en ville, il aura un coût de revient client qui sera 30% en dessous du diesel de 2030 pour le client. Et le véhicule hydrogène, il sera à peu près au prix du diesel. Donc il y aura un écart de 30%. Donc nous, on pense que nos clients vont peu à peu, massivement, acheter des camions électriques à batterie et qu'on vendra pratiquement plus que ça dans 10 ans, pour la ville.
Après, il y a le secteur de la construction qui est un petit peu entre la ville et la route. Je suis allé directement sur la route où là, l'image elle est un peu différente parce que les émissions de NOx des moteurs thermiques avec du biodiesel, du biogaz ou du e-diesel, elles sont moins un problème dans la mesure où les camions sont en grande partie à l'extérieur des villes. Par contre, ce qui va limiter les moteurs thermiques, c'est la disponibilité des énergies. Donc là, c'est un autre débat qu'on peut avoir. Donc le biodiesel première génération, il est limité parce qu'il est en concurrence avec la nourriture et qu'il y a aussi un débat sur l'impact sur la déforestation. Le biodiesel de deuxième génération, il est aujourd'hui très cher et en très petite quantité. Et puis le biogaz, c'est un petit peu la même chose. Donc je discutais avec les collègues de GRDF tout à l'heure, il y a des plans très ambitieux pour le faire croître, c'est bien, mais nous on pense que la quantité limitée de biomasse et aussi la compétition du secteur du camion avec d'autres secteurs qui vont vouloir avoir du biogaz, l'industrie, le maritime, la fabrication d'électricité, font qu'on aura une quantité limitée de camions qui pourront tourner au biogaz à terme. Donc ces moteurs thermiques, on pense qu'il y en aura pour le long routier, biodiesel, biogaz, peut-être du e-diesel, mais c'est moins certain et à plus long terme. Mais ça sera limité en quantité de camions, quoi. Le gros des troupes, ils seront avec des véhicules zéro émission, hydrogène ou batterie. Et là, il y a un avantage en termes d'avitaillement pour le véhicule hydrogène, puisqu'on va mettre, alors soit sous forme liquéfiée, soit sous forme comprimée, on mettra à peu près 800-1000 km d'autonomie sur le camion. Donc il aura avitaillé qu'une fois par jour, bon, ce qui est déjà moins bon que le diesel aujourd'hui, mais c'est mieux que l'électrique moyen terme, qui aura lui à peu près 500 km d'autonomie. Donc ça, c'est des produits que la plupart des constructeurs vont proposer dans 2-3 ans, donc des camions non routiers de 500 km, qu'il faudra avitailler une fois par jour pour certains trajets. Et donc là, c'est un outil professionnel, donc on ne fait pas ça au hasard, donc il y aura forcément une réservation de stations de recharge rapide, ça sera du 750 kW, enfin 350 ou 750 kW, et donc ça sera une contrainte opérationnelle supplémentaire pour l'opérateur. Donc il y a un petit désavantage en termes d'avitaillement aux camions électriques et par rapport aux camions hydrogène. Par contre, en termes de coût d'utilisation, avec les données qu'on a aujourd'hui, on voit quand même le camion long routier électrique moins cher que le camion hydrogène. Mais bon, les technologies évoluent. Il va y avoir des ruptures technologiques quelque part aussi, peut-être sur la batterie, peut-être sur l'électrolyseur, sur la pile, je ne sais pas. Donc c'est un petit peu tôt pour nous pour savoir sur le long routier où va être la frontière entre la pile et la batterie. Et du coup, on développe les deux en parallèle. Donc on sort l'an prochain un camion long routier électrique qui aura 300 km d'autonomie, 540 kWh de batterie. Et dans 1 ou 2 ans après, on va sortir un camion qui aura 500 km d'autonomie et 800 kWh de batterie. Et en parallèle, on développe un camion pile à combustible qui sera plutôt commercialisé dans la deuxième partie de la décennie, pour la raison simple qu'il n'y a pas beaucoup d'hydrogène décarboné disponible aujourd'hui, donc il n'y a pas d'urgence à le sortir. Donc voilà pour les solutions globales. Donc quand on regarde, quand on compile ces différents secteurs, donc la route, la ville, la construction, on voit qu'au global, sur les camions, on aura environ en 2040, 80% de nos ventes en électrique, une très grande majorité, moi je pense, en batterie, mais bon, après ça dépend à qui vous demandez, la part de piles à combustible et d'hydrogène varie en fonction de votre interlocuteur. Et puis on aura un petit volant, 10 à 20% de camions avec un moteur thermique qui fonctionneront au biodiesel, au biogaz ou peut-être éventuellement au e-diesel. Voilà. Eh bien, merci, c'était très complet comme explication. Ça a bien posé les bases du débat. Est-ce que Yves Parlier, vous nous entendez ou pas? J'ai pas l'impression qu'il nous entende encore. J'aurais bien voulu lui poser une question. Ok, éventuellement peut-être la régie, parce que peut-être que s'il ne nous entend pas, j'ai cru voir qu'il pouvait parler tout à l'heure. Peut-être pouvoir lui poser la question par écrit et ensuite qu'il prenne la parole, peut-être. Voilà. En tout cas, je pourrais pas le faire. Mais... du coup, je voulais poser une question pour Zeleros. Là, on a beaucoup parlé effectivement du transport routier, et c'est vrai qu'on est sur une innovation incrémentale. Et je voudrais poser la question, parce que là, finalement, voilà, aujourd'hui, en termes de possibilités, on a le choix sur le terrestre, on a le choix entre le camion, on a le choix entre le fluvial et le ferroviaire. Et où vient se positionner finalement l'hyperloop là-dessus, ou même l'avion d'ailleurs, où vient se positionner l'hyperloop? Est-ce que vous venez, quelle place finalement vous venez prendre dans ce secteur? Quels sont les modes de transport que vous venez concurrencer? Et finalement aussi une question qui est importante, quand est-ce que ce sera prêt cette technologie? Oui, merci. Oui, il faut
Il faut dire avant tout que Hyperloop est un moyen qui est complémentaire, par exemple, au TGV et aussi à l'aviation régionale. Donc, le niche. J'entends Yves maintenant. Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous Allô? entend. Oui, on vous entend. Moi, je vous entends. Parfait. Et est-ce que vous me voyez? Non, on vous voit pas par contre. Du coup. Et là, vous me voyez? Non, toujours pas. Luigi, Yves, c'est pas grave si on vous voit pas. Est-ce que vous voulez quand même répondre à la question du début de savoir qu'est-ce que vous... Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre projet Beyond the Sea, tant qu'on arrive à communiquer? Oui, bien sûr. Eh ben, écoutez, Beyond the Sea, on développe des systèmes de traction de navires par kite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kite? C'est comme les ailes de kitesurf, mais de grande dimension pour pouvoir tracter des bateaux. Alors aujourd'hui, on tracte des bateaux jusqu'à 30 mètres de long. Et puis, on travaille sur des ailes immenses pour tracter des bateaux immenses. Et quel bénéfice, quel bénéfice ça a en termes de décarbonation du transport maritime? Alors, à terme, on va pouvoir, quand il y a du vent, tracter 100% du bateau. Pour l'instant, on propose des tractions hybrides pour permettre d'économiser, selon les bateaux, entre 60 et 20%. Donc, ça a un impact considérable et le kite est un système qui est vraiment extrêmement rentable parce qu'un kite d'une tonne peut tracter un bateau de 100 000 tonnes. Oui, c'est ça. Et puis, c'était moi, ma compréhension, c'est en tout cas aujourd'hui sur les gros navires, il y a pour l'instant peu de leviers pour décarboner. Donc, en tout cas, vous proposez une innovation qui serait, d'ailleurs, qui serait prête dans combien de temps à peu près cette innovation? Alors, pour ce qui est de la marine marchande, donc on vise des premiers kites de 200 mètres carrés opérationnels en 2024-2025 et on espère des ailes de 1600 mètres carrés en 2028. Ok, super. Je vais revenir avec Zéléros qui était en train d'intervenir. Donc, Luigi, vous étiez en train de nous expliquer que vous vous positionnez de manière complémentaire à l'avion et le train. Justement, je vous laisse continuer votre propos. Désolé pour l'interruption. Merci. Pas de problème. Je suis content que Yves a pu contribuer aussi au débat. Et c'est toujours pas évident avec voilà, les ordinateurs, etc. Parfois, c'est compliqué. Je disais, donc Hyperloop est une nouvelle technologie qui est complémentaire au TGV, à l'aviation régionale. Donc le créneau dans le marché et surtout dans les longues distances, entre 400 et 1500 km. Donc là, il y a une certaine complémentarité. Il faut toujours tenir en compte que à la fois qu'on doit décarboniser tous les secteurs de l'économie, donc le transport aussi, c'est aussi vrai qu'il y a une augmentation de la demande de transport. Donc, on a besoin d'une capacité croissante pour faire face à la demande. Donc, c'est là où Hyperloop est complémentaire aussi à l'aviation régionale et le secteur ferroviaire parce que c'est un moyen additionnel de transport. Et surtout sur les longues distances. Par exemple, il faut tenir en compte qu'en Europe, si on regarde le transport passager international dans le secteur ferroviaire, donc l'international, c'est juste 7% de tout le transport passager. Donc le transport passager dans le secteur ferroviaire, ça veut dire que est un moyen de transport plutôt national que international. Donc c'est là où Hyperloop peut contribuer à expandir la capacité du secteur ferroviaire dans les longues distances
et à la fois peut aider à faire face à cette demande croissante. À la fois, il faut considérer que aussi le secteur de l'aviation est en train de faire face à ce défi de la décarbonisation. Donc, c'est un secteur qui aussi doit trouver et développer de nouvelles technologies, de nouvelles solutions avec l'hydrogène vert, avec le SAF. Donc, c'est un secteur, le secteur du transport, qui doit faire beaucoup de travail jusqu'à 2050 pour atteindre les objectifs du European Green Deal. Donc, moins 90% des émissions jusqu'à 2050. C'est beaucoup. Pour répondre aussi à votre question, quand sera la Hyperloop prête? Au niveau commercial, on estime que vers 2028-2030, il y aura les premiers véhicules qui seront prêts au niveau commercial. Donc là, en ce moment, on est vraiment tous concentrés sur l'R&D et on est très concentré sur accélérer cet effort de R&D. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été annoncés, par exemple, cette année et qui seront annoncés pendant cette année. Et notamment, par exemple, le plus récent, c'est un projet de 800 millions en Italie pour construire un R&D, un centre R&D et un centre de certification européen aussi. Et donc, c'est un grand effort pour accélérer le développement technologique. Et après, ça va prendre un moment quand même pour voir beaucoup de projets au niveau commercial. Donc, ça sera vraiment une réalité pendant la prochaine les années 2030 quand même, parce que ici à la base on doit résoudre plusieurs enjeux au niveau du développement technologique avant tout, et après la certification, la standardisation aussi. Ici, il faut aussi considérer que l'Union européenne est en train de travailler avec cette nouvelle industrie de l'Hyperloop. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble et ils ont été très, très actifs dans ce domaine-là pour accélérer aussi tout le processus. Et aussi, il a été créé un comité de standardisation chez Senelec qui travaille notamment pour la standardisation de l'Hyperloop, qui est quand même aussi très, très important. C'est pas juste des enjeux de développement technologique, mais aussi c'est le cadre régulatoire, c'est la standardisation, la certification. Donc, beaucoup d'enjeux, mais beaucoup de progressus aussi et très stimulant. Et quand même, il faut pas cacher, parce que ça c'est normal, que ça va prendre un moment. Comme tous les deep tech, ça va prendre un moment. Pensez que, par exemple, Tesla il a pris 15 ans pour développer le véhicule électrique. Et c'est une technologie qui maintenant est vraiment dans une trajectoire de disruption et même pas juste dans le secteur du road transport, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'autres applications. Et du coup, par rapport à ça, une petite interruption, mais par rapport à ça, Luigi, j'avais une question aussi. Vous disiez que c'était à peu près 1000 km/h donc pour l'Hyperloop, la vitesse. Mais après, donc j'imagine qu'il va falloir il va falloir construire aussi l'infrastructure du tube. C'est quoi les distances qui seront couvertes par l'Hyperloop? On parle de quoi? On parle de 500 km, de 1000 km? C'est quoi les distances visées par l'Hyperloop? Donc, comme je disais avant, le créneau dans le marché, c'est dans les longues distances, surtout entre 400 et 1500 km.
Voilà, ça, Ok. ça sera la réalité. Et c'est un transport, c'est un moyen de transport qui est pareil au chemin de fer, dans le sens que il y a les stations de passagers en centre-ville, mais c'est pareil aussi à l'aviation, dans le sens qu'il n'y a pas des étapes intermédiaires, donc c'est un transport point-point. Après, c'est pas juste pour le transport passager, mais comme je disais au début, c'est aussi pour le transport de frais et aussi des opérations combinées, donc passagers et frais, comme c'est le cas aussi dans le secteur voilà, du chemin de fer et aussi parfois dans le secteur de l'aviation. D'accord. Une question pour tous les trois. Quel est le rôle de l'Union européenne dans le développement en fait, de vos projets? Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même sur des technologies assez innovantes qui sont en train d'émerger aujourd'hui. On a l'Europe qui fixe un peu la barre d'ici 2030, moins 55% d'émissions et viser la neutralité d'ici à 2050. Donc voilà, tout ce qui est Fit for 55, Green Deal. En quoi est-ce que ça vous aide aujourd'hui, ouais, je dirais cet élan qui est donné par l'Union européenne? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous pensez que est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous dans le développement? Enfin, vous l'avez déjà cité d'ailleurs, Luigi, que l'Union européenne vous a déjà beaucoup soutenu dans le projet. Est-ce que c'est le cas aussi pour Renault Trucks? Oui, donc je vais répondre. Oui, l'Europe a un rôle important et structurant dans la décarbonation du transport routier de marchandises. Actuellement, il y a déjà une réglementation pour les opérateurs enfin, les constructeurs de poids lourds. Ils doivent décarboner la flotte moyenne qu'ils vendent chaque année de 30% en 2030 par rapport à 2019 du réservoir à la roue. Donc ça, c'est la réglementation actuelle. Nous, Renault Trucks et Groupe Volvo, on s'est déjà engagé à décarboner de 40% du puits à la roue en 2030 par rapport à 2019. Donc on va beaucoup plus loin que la réglementation. Et en ce moment, la réglementation, cette valeur de la réglementation est entrée en renégociation à Bruxelles. On s'attend à ce que ce soit terminé en fin d'année et on s'attend à ce que ce soit une valeur plus importante que les 30% actuels. Donc ça, c'est un des rôles de l'Union européenne, c'est de pousser les constructeurs, de la même façon qu'elle pousse les constructeurs de voitures particulières à aller vers l'électrique, elle nous pousse, nous, constructeurs de poids lourds, à décarboner. Après, elle nous aide aussi avec les directives qui vont structurer dans l'Europe, parce que nos camions, ils traversent souvent les frontières, donc on a besoin de standards et de directives au niveau européen. Donc il y a plusieurs directives importantes pour nous. Il y en a une qui s'appelle l'AFIR, c'est Alternative Fuel Infrastructure Regulation, qui va en fait obliger les États à déployer des stations de recharge rapide sur les autoroutes et des stations hydrogène. Donc ça va nous aider. Ça a été proposé par la Commission en juillet dernier, le cadre de l'AFIR, et c'est en négociation en ce moment. Ça sera décidé cette année, j'espère. Et ça va pousser les États à faire en sorte qu'on puisse vendre des camions parce qu'il y aura les infrastructures de recharge sur les autoroutes. Et puis il y a la réglementation batterie qui est aussi en renégociation. Donc là, c'est une proposition de la Commission qui date de décembre 2020 qui va en fait imposer aux constructeurs un minimum de taux de recyclabilité par batterie qui sera à horizon 2030. La proposition, c'était 70% de la batterie en masse et 94% du cuivre, du nickel et du cobalt. Donc tout ce cadre réglementaire, il est important parce qu'il fixe les règles de la compétition entre constructeurs et il donne aussi une direction claire pour les roadmaps des constructeurs, leurs bureaux d'études et leurs usines. Donc oui, l'Europe a un rôle très important à jouer. Et pour vous, Yves, si vous nous entendez toujours, est-ce que l'Europe vous donne aussi une sorte de forme de support dans le développement de l'activité que vous avez? Je ne sais pas s'il nous entend toujours. Non, Yves n'est plus parmi nous. Luigi, vous voulez compléter un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure déjà, ou c'était à peu près... Oui, juste pour compléter, donc comme je disais avant, le rôle de la Commission européenne a été très important dans les dernières 5 années. C'est aussi vrai que le but, c'est surtout d'accélérer le développement, de créer le cadre réglementaire au niveau de l'Union européenne et aussi d'accélérer tout ce qui concerne le domaine de la standardisation. Mais à la fois que la Commission européenne, c'est aussi très important ce qui
les États membres de l'Union européenne ils sont en train de faire ou feront. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de protagonisme de certains États et un intérêt croissant à la fois par différents États. Et là, en ce moment-là, on pourrait dire que les États qui sont été plus actifs sont l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, notamment avec cet annoncement très, très récent. Et aussi, il y a un intérêt croissant en France et en Allemagne. Donc, c'est quelque chose de très positif quand même parce qu'on a besoin de tous les niveaux dans l'Union européenne. Et aussi, il faut considérer que Hyperloop est un développement de deep tech qui est quand même un développement au niveau mondial. Donc, il y a une sorte de compétition entre régions ou pays du monde. Et c'est très important pour nous. Geleros est une entreprise espagnole et européenne. Donc, pour nous, c'est très important que l'Europe soit leader dans cette nouvelle technologie. C'est vrai aussi qu'il y a quand même une grande quantité d'entreprises européennes qui travaillent sur Hyperloop. On est la majorité, de la majorité, mais aussi c'est vrai qu'il y a quand même aussi des autres entreprises dans les pays de l'Amérique du Nord, mais aussi il y a des programmes estatals, 100% estatals en Chine, en Corée du Sud. Donc quand même, il y a une sorte de compétition internationale et pour nous, c'est très très important que l'Europe soit leader dans ce développement. Et parce qu'enfin, on a vu avec d'autres technologies que l'Europe a dû rattraper les chemins qui a été fait par des autres pays ou régions du monde. Donc là, le first mover aussi, c'est un grand avantage. Alors, j'ai une dernière question pour tous les deux. Aujourd'hui, et au salon, on a beaucoup parlé effectivement d'un futur avec de l'électrique et de l'hydrogène. Ça soulève beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de la souveraineté finalement de l'énergie. On le voit avec la crise actuelle avec l'Ukraine, qui met une pression effectivement sur nos ressources en énergie fossile. Est-ce que vous pensez finalement que cette décarbonation par l'électrification, c'est aussi un enjeu de souveraineté? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie pour fournir toute cette électricité? Est-ce qu'on va avoir aussi assez de matériaux pour construire tous ces véhicules et toutes ces technologies? Voilà, c'est mes deux questions. Allez, Marc, tu peux y aller. D'accord, donc je vais commencer par répondre. Vous auriez peut-être dû inviter RTE aussi, qui aurait probablement apporté des réponses très pertinentes sur la partie réseau électrique. Il y a un groupe de travail de RTE, dirigé par RTE, qui a publié ses conclusions en novembre dernier. Donc le rapport avait fait un peu de bruit à l'époque, pour essayer de voir en 2050 à quoi pourrait ressembler l'électricité française décarbonée. Donc en gros, entre 0 et 50% de nucléaire, et le reste, 2 tiers d'éolien, 1 tiers de solaire en énergie. Quand on regarde ces différents scénarios, on voit que ce sont des scénarios un peu souverains, en fait. Le nucléaire, mis à part l'uranium, mais le nucléaire sera local, l'éolien et le solaire seront locaux. Donc la décarbonation va aussi vers une localisation d'énergie et une moindre dépendance pour l'approvisionnement. Donc ça va dans le bon sens, même si ça va prendre du temps. Donc ça, c'est pour la partie réseau électrique. On a souvent la question de nos clients transporteurs, en fait, où ils se disent, si tous les camions se mettent à pomper sur le réseau électrique, toutes les voitures aussi, on ne va pas y arriver. Et en fait, dans le rapport de RTE, on voit bien que le transport à horizon 2050, RTE l'estimait à 100 TWh, c'est à peu près un sixième, parce que le total était à 650 TWh de tête, donc c'est à peu près un sixième. Et en fait, il n'y a pas que le transport, il y a le résidentiel, il y a l'industrie. Et il y aura aussi l'hydrogène. Et donc toutes ces autres sources, consommateurs d'électricité, font que finalement la croissance du transport lié à l'électromobilité pour les voitures et les camions ne sera qu'une petite partie de la demande d'électricité en 2050.
Donc ça, c'est pour la partie réseau électrique. Ensuite, la question sur les matériaux, elle est très pertinente, puisque dans nos plans, en fait, où on va avoir une majorité de camions électriques, nous, on dit qu'on aura 50% de nos ventes en 2030 en camions électriques. Donc la moitié de nos ventes en camions électriques, donc ça fait quand même des gigawattheures de batteries. Et donc la question est, quid des minéraux de ces batteries? Donc là, on regarde ça en détail. Donc on a des gens à plein temps au service achat du groupe Volvo qui regardent ça en détail et qui font des scénarios. Aujourd'hui, nous, la plupart de nos concurrents, on est dans une technologie qu'on appelle NMC batterie. Donc c'est nickel, manganèse, cobalt. Il y a un ou deux concurrents qui sont en technologie LFP, donc lithium fer phosphate. Tesla a annoncé qu'ils allaient aller plutôt du NMC vers le LFP dans les années qui viennent. Il y aura probablement d'autres chimies qui vont voir le jour. Il y a CATL qui a lancé des batteries au sodium, donc là c'est même plus des batteries au lithium. Mais ce que je veux dire, c'est que les constructeurs vont être capables de louvoyer entre les différentes chimies batteries. Donc il y a le NMC, il y a le NCA, il y a le LFP. Donc on a, en fonction du prix des minéraux, de la quantité de minéraux disponibles sur le marché, à chaque génération, on change pratiquement les batteries tous les ans et demi ou tous les 2 ans. On a des nouveaux modèles avec des batteries tous les ans et demi, tous les 2 ans. Donc à chaque génération, on mettra bien sûr les cellules qui sont le plus faciles à approvisionner. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quelle que soit la chimie, il y a l'IEA qui a fait une étude qui a été publiée l'an dernier, qui s'appelle Critical Minerals for Clean Energy Transition, de tête, où ils regardent en fait pour l'électromobilité des voitures et des camions, mais aussi plus généralement pour décarboner le secteur électrique, combien il va falloir de nickel, de cobalt, de cuivre. Et leur conclusion, c'est le lithium, il n'y a pas de problème par rapport aux réserves, et encore moins par rapport aux ressources. Le nickel et le cobalt, ce dont on a besoin probablement dans les 20 ans qui viennent, ça correspond aux réserves prouvées actuellement. Et vous savez que les réserves sont bien plus faibles que les ressources, donc on peut penser que dans les 20 ans qui viennent, les réserves vont être accrues grâce aux ressources. Mais par contre, ça risque d'être un peu plus serré. Mais là encore, les constructeurs vont pouvoir louvoyer entre les différentes chimies. Donc d'une façon générale, la conclusion, c'est que ces minéraux, ils sont là. La vraie question pour nous, c'est comment ils sont extraits, parce que ça va demander un travail d'extraction beaucoup plus important. Donc c'est très, très sensible sur le lithium, où les quantités demandées vont exploser, un peu moins sur d'autres minéraux qui sont utilisés dans d'autres applications, comme le nickel. Mais néanmoins, les 20 années qui viennent, c'est des années, c'est les mines qui vont être au premier plan. Et donc nous, constructeurs, notre intérêt, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas de pollution de l'environnement ou de problèmes sociétaux liés à l'extraction de ces minéraux. Donc on a aussi une cellule, on travaille avec notamment notre fournisseur qui est Samsung en Corée aujourd'hui, pour remonter la chaîne de fournisseurs. On le fait en particulier sur le cobalt régulièrement, pour vérifier que ça se passe bien et écarter les fournisseurs qui nous paraissent douteux. Donc on est un peu gendarme de l'amont, même si c'est pas facile, parce qu'entre la mine et le camion qu'on vend, il y a 7 fournisseurs successifs. Donc c'est pas facile de faire ces due diligence. Donc du coup, on est dans des groupes de travail internationaux, donc il y en a au moins 5 ou 6, dont certains visent à établir des labels pour l'activité de mine et de transformation, de façon à ce qu'il y ait une sorte de label qui puisse être intégré dans un passeport batterie, qui nous garantira que la batterie qu'on vend aux clients n'a pas posé de problèmes environnementaux majeurs. Donc ça, c'est peut-être une question de ressources, mais c'est une question aussi d'environnement et de la façon dont on va extraire les minéraux. D'une façon générale, nous, on pense que ça va marcher. Il va y avoir forcément des à-coups. On sait historiquement que les minéraux ont des cours extrêmement volatiles, beaucoup plus volatiles que le pétrole, avec toujours le même phénomène. En fait, quand le cours monte, les gens investissent dans des mines. Il y a un lead time pour les mines qui est de 3-4 ans pour le lithium, un peu plus long pour les autres. Donc ils peuvent monter quelques années, puis quand les mines ouvrent, elles inondent le marché de minéraux, ça rebaisse, puis personne n'investit, etc. Et cet effet de yo-yo, il a eu lieu dans le passé. Sur le lithium, dans les 8 dernières années, il y a eu un x4 et un divisé par 4. Là, le lithium, depuis l'an dernier, il y a eu un x3, et on pense qu'on va refaire probablement un x3 dans l'année qui vient. Et puis après, ça va redescendre et ça va remonter. Et donc voilà, on se prépare à ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas. Les journaux font à chaque fois que ça monte sur 1 ou 2 ans, brutalement c'est la fin du monde, mais c'est déjà arrivé dans le passé, ça va arriver dans le futur. Physiquement, ces minéraux, ils sont là. C'est une question de rythme d'investissement de l'industrie minière et aussi de contrôle de la façon dont ça se fait. C'est ça la question la plus importante. Luigi, c'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais bien voulu prendre une ou deux questions du public.
si ça te dérange pas. Est-ce que quelqu'un a une question à poser aux intervenants ou pas? Ou alors on continue. Non, désolé, je suis un peu aveuglé aussi. Non, c'est bon, il n'y a pas de questions. Ok, ça marche. Non, dans ce cas-là, Luigi, si vous voulez répondre aussi à la question, dans ce cas-là, pas de souci. Oui, merci. En fait, je pense que votre question, Paul, c'est très important. Donc voilà, les enjeux de l'électrification du transport. Donc là, comme vous disiez bien au début, le secteur du transport, c'est le deuxième plus grand secteur en termes d'émissions au niveau global. Mais il ne faut pas s'oublier que l'électricité, c'est le premier secteur en termes d'émissions dans le secteur au niveau global. Donc, à la fois qu'on doit électrifier le secteur du transport, c'est vrai qu'on doit encore terminer et atteindre voilà, la transition énergétique et la transition vers du secteur de l'électricité. Ça, c'est très important. C'est vrai que dans le secteur de l'électricité, voilà, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il y a des développements en termes de technologie et on a vu des grands progrès, notamment avec les énergies renouvelables, etc. Donc, quand même, il y a un avantage par rapport à la question technologique dans le secteur de l'électricité, mais c'est la transition du secteur électrique n'est pas encore accomplie, n'est pas encore terminée. Donc là, c'est très important de continuer dans ce cas-là parce que autrement, donc, les avantages d'un système électrique, ils sont majeurs si aussi la génération de l'électricité est totalement verte. Donc là, quand même, il faudra avancer encore, mais c'est très, très important. Autrement, c'est difficile à accomplir, à atteindre les buts de l'accord de Paris. Et à la fois, sur la question des matières premières, là, je veux dire, c'est une dynamique plutôt récente avec, voilà, pendant le gouvernement de Trump et après avec la pandémie, on a vu comme on s'est rendu compte qu'avec la globalisation, on avait fait une sorte d'externalisation des chaînes de valeur, délocalisation des chaînes de valeur. Et là, maintenant, on est en train de voir que quand même il y a des avantages si on est capable d'avoir des chaînes de valeur qui sont courtes ou un peu plus courtes quand même. Parce que là, avec par exemple la crise des microchips, des semi-conducteurs, notamment aussi dans le secteur des batteries, et une certaine de plusieurs technologies, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de défis dus à cette globalisation et délocalisation des chaînes de valeur, des matières premières. Donc c'est très compliqué. Cet enjeu, c'est plus récent, c'est nouveau. Et il faudra faire face à cet enjeu aussi, à la fois qu'on doit décarboniser le secteur électrique et le secteur des transports. Eh bien, merci. Je crois qu'on va arriver au terme de la conférence. Pour un petit mot de conclusion, aujourd'hui, là, on a eu l'opportunité de découvrir 3 solutions concrètes, effectivement, pour décarboner. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même aussi encore beaucoup de travail à faire pour réduire. Je pense que le transport, le thème de la conférence, c'est le transport zéro émission. Ce transport zéro émission, il faut d'abord passer par une optimisation de ce que l'on fait actuellement. Et là, on a encore beaucoup à faire. On le voit, moi je le vois tous les jours avec Fred 21. On a énormément d'entreprises qui peuvent faire mieux dans leur manière de transporter. Donc d'abord, c'est réduire les distances, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a des supply chains mondiales très complexes avec parfois des maillons pas forcément nécessaires. Donc d'abord réduire, et après sur l'incompressible, parce que le transport, ça sera toujours de l'incompressible, il y aura toujours une part d'incompressible, et bien ça, trouver des solutions pour décarboner en changeant les énergies, changeant les modes de transport et parfois en optimisant ce qui existe actuellement. C'est comme ça qu'on y arrivera, mais il faudra mettre bout à bout toutes les solutions et pas se contenter de simplement changer l'énergie. Voilà. Merci à tous pour votre écoute.
Désolé pour les petits soucis techniques que l'on a rencontrés aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci Paul, merci Marc, et merci à tous. Merci beaucoup, Luigi.